Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Je cause pour vous. Alors la semaine dernière il y en a eu deux parce que c'était un peu trop long, j'ai préféré le couper en deux, vous le mettre sur 2 jours, c'était plus simple pour vous pour le regarder. Et voilà, au moins c'était des vidéos un peu plus comestibles on va dire. Alors j'ai une première question, c'est au sujet de l'arrière-plan, c'est Maxou qui demande: le paysage derrière toi c'est celui de ta région? Oui, c'est un terril qui se situe sur la commune d'Estevel dans le département 62. Voilà, c'est un terril et c'est moi qui ai fait la photo. Allez, ensuite, salut JC, l'huile de coupe étant assez chère, as-tu une recette pour en fabriquer soi-même? Certains utilisent de l'huile de boîte coupée avec du pétrole. Est-ce efficace pour préserver ces forêts métaux? Alors l'huile de boîte, il faut déjà en avoir, hein. Du pétrole, faut en avoir aussi. Quand tu fais tous ces petits mélanges, ça sent très mauvais. Quand ça coule sur l'établi, je te raconte pas, c'est une horreur. Ton établi est taché à tout jamais. Enfin bref, j'utilise pas ces genres de produits. J'utilise 2 produits. Je ne me casse pas la tête, franchement, et mes forêts résistent très longtemps. Si tu achètes des bons forêts, l'huile de coupe, hein, parfois je m'en passe aussi. J'utilise soit de l'huile de vaseline ou un petit peu d'huile fine en spray, l'huile qu'on utilise comme dans le temps sur les machines à coudre, tout ça. C'est ce qu'utilisaient nos ancêtres. Donc c'est souvent de l'huile de vaseline ou c'est du spray d'une huile très fine et ça marche très bien comme ça ne salit pas, il n'y en a pas partout. Parce que franchement, quand on mélange de l'huile de boîte de vitesse à du pétrole, c'est quelque chose d'infect. Voilà, ensuite, une autre question. Jeannot51. Salut JC, je suis débutant dans le travail du bois, ayant déjà fait quelques bricoles. J'aimerais maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la création d'un meuble. Que me conseillerais-tu de faire pour une première création qui sera assez simple à réaliser? Alors, qu'est-ce que je conseillerais à faire à un débutant qui veut apprendre? Alors moi je dirais, faut pas taper tout de suite dans vouloir faire du meuble en bois massif. Moi je suis contre ça, hein. Chacun a ses trucs, hein. Moi je vous donne mes points de vue, mes idées. C'est pas les plus mauvais, mais c'est peut-être pas les meilleurs non plus, hein. Mais bon, je vous donne tel que moi je le vois. Pour bien apprendre, il faut savoir couper des équerres, il faut savoir tracer, il faut savoir scier, il faut savoir placer ses règles, il faut savoir poser en mettant de niveau, il faut savoir faire toutes ces choses-là. Et le seul truc à réaliser, pour moi, pour apprendre à travailler proprement, délicatement, avec des outils bien affûtés, c'est travailler du mélaminé. Alors certains vont faire des bons, hein, les puristes vont avoir les cheveux qui vont dresser sur la tête, mais bon, souvent ils en ont plus les puristes, puisque à force de se casser la tête à réfléchir, les cheveux s'envolent tout seuls. C'était pour la petite note d'humour. Je vois déjà Bernard se marrer pas loin de la Méditerranée sur son siège à regarder cette vidéo. Coucou Bernard. Alors moi je dirais, fais quelque chose en mélaminé. Si tu as de la place, fais un dressing, ça plaira à madame. Ça va t'apprendre à faire des découpes propres, à travailler d'équerre, à les poser contre un mur, à les travailler de niveau, d'aplomb, pouvoir poser. Ça va t'apprendre énormément de choses. Ça ne sera pas forcément du travail du bois au sens, entre guillemets, au sens bois massif, hein, parce qu'il y en a qui vivent qu'avec ça, hein, ils sont comme ça, ils vivent qu'avec du bois massif. Il faut s'ouvrir à tout. Et travailler le mélaminé, je peux te dire que c'est quelque chose que si tu ne travailles pas bien, tu vas faire des choses horribles. Donc voilà, c'est un bon point de départ pour faire quelque chose. Je dirais, fais un meuble ou fais des caissons de rangement, on en a toujours besoin à la maison. Fais un dressing, c'est super beau un dressing quand c'est terminé. Voilà, et si tu as bien travaillé, le résultat sera vraiment formidable. Moi, c'est un conseil que je peux donner pour quelqu'un qui veut débuter, qui n'a pas vraiment quelque chose dans la tête de bien précis. Ça, c'est top. Et tu verras que travailler le mélaminé, il faut des lames de scie qui coupent très bien, il faut avoir des petites astuces pour pas faire d'éclat, il faut bien poser ses règles, voilà, etc. Il faut bien travailler, il faut être minutieux pour travailler du mélaminé. Donc, si on travaille du mélaminé à la hache, c'est dégueulasse, donc ça n'avance à rien. Donc, pour moi, un conseil, si vous voulez débuter, si vous avez d'autres questions à poser sur comment débuter, voilà, faites ça, faites-vous quelque chose en mélaminé. Faites des caissons, faites des placards, enfin bref, faites quelque chose qui soit propre, très propre, et après vous pourrez envisager de travailler le bois massif si ça vous tente pas, vous le faites pas.
Voilà, ça c'était ma réponse pour Jeannot 51. Ensuite, John Locke. Bonjour JC, j'aimerais investir dans une défonceuse. Alors j'aimerais savoir quelle puissance serait l'idéal. Alors dans une défonceuse, je dirais il faut avoir, je ne vais pas donner une puissance comme ça au hasard, il faut être au-dessus de 1000 watts. C'est simple, au-dessus de 1000, au-dessus de 1300. C'est bien, c'est déjà des machines que tu vas pas forcément, c'est des machines qui vont être dans le domaine du bricolage, donc elles sont pas plus puissantes, mais tu peux déjà faire du beau boulot, et comme je le disais dans toutes les vidéos précédentes, c'est pas l'outil qui fait l'ouvrier. Voilà, c'est pas l'outil qui fait l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui doit savoir manipuler son outil. Donc tu peux t'acheter une défonceuse, peu importe la marque, du moment que tu as une puissance qui sera supérieure à 1000-1200 watts. Voilà, dans ces eaux-là, tu auras déjà quelque chose qui pourra travailler. Tu ne vas pas avoir tes fraises qui vont bloquer dans les rainures. Donc c'est déjà quelque chose de pas mal. Donc voilà, c'est une bonne puissance pour commencer, pour acheter une machine qui ne coûte pas une fortune non plus. Hein, attention. Ensuite, Valérie Drouet. Alors, j'ai une fente à réaliser pour fabriquer une urne. Défonceuse ou perceuse et scie sauteuse. Alors je vais répondre tout simplement. Il y a déjà un abonné qui a répondu, mais moi je vais donner une autre réponse. Si on n'a pas de défonceuse, ça peut arriver. Si on n'a pas de défonceuse, on prend sa perceuse, sa scie sauteuse. On essaie aussi de travailler proprement, on prend des lames de scie sauteuse à fines dents pour faire de la fine découpe, on met un guide, on essaie de ne pas faire ça à main levée, parce qu'à main levée vous savez comment ça marche, hein. On se dit toujours on va aller en ligne droite, ouais, puis quand on a fini la ligne droite ça s'est transformé en wave. Donc si vous avez une défonceuse, allez-y à la défonceuse, ça sera très propre bien sûr, toujours avec un guide pour avoir quelque chose de bien fait. Bien tracer les extrémités de où on veut s'arrêter, parce que quelquefois on passe outre et puis on a une urne avec une fente où on peut mettre un scrutin énorme dedans avec la main, donc à faire attention à ça. Voilà, donc si on n'a pas de défonceuse, scie sauteuse, perceuse, mais toujours en étant délicat. Et puis sinon, la défonceuse c'est bien plus propre, si on en a une bien entendu. Voilà Valérie. Pascal Ernoux. Alors salut JC, pourrais-tu faire une vidéo pour la fabrication d'une servante d'atelier en OSB? Je cherche des idées pratiques, devrait-elle être à la hauteur de mon établi pour pouvoir m'en servir aussi comme prolongateur? Alors, déjà, une servante d'atelier, je ne sais pas pourquoi en OSB, parce que sur la servante, il va falloir que tu mettes soit des rouleaux, soit des billes, si tu veux un usage perpendiculaire à ta servante. Si tu veux aller dans le sens de la servante, il faut un rouleau, style rouleau à pâtisserie. Franchement, j'ai acheté les miennes à 12 € pièce. Je sais pas si tu les as vues, elles sont réglables, on peut les ranger. Il y a rouleau et billes, donc on peut l'utiliser dans le sens de la machine ou dans le sens perpendiculaire. Quand je scie des panneaux un peu trop larges, je peux les mettre sur le bout. Est-ce que ça vaut le coup de découper de l'OSB qui sera peut-être pas forcément réglable, ou alors si c'est vraiment un exercice de style que tu veux faire et que tu veux vraiment le faire toi-même, vas-y fais-le, mais j'ai pas beaucoup d'idées, je me suis pas cassé la tête, je t'assure. Moi j'ai acheté ces deux servantes pour moins de 20 €, 20 ou 21 € je crois. J'ai mes deux servantes d'atelier réglables en hauteur, enfin bref, des petits trucs super pratiques. Parce que c'est sûr, il faut que ça soit à hauteur des machines. Si on a une machine rabot d'égout, il va falloir qu'il soit réglable pour dessus-dessous. Quand on dégauchit, il faudra que ça passe au-dessus. Quand on rabote, il faudra que ça soit plus bas. Donc il faut quelque chose de réglable. Et c'est pas évident de faire tout ça et d'avoir quelque chose de stable. Faut pas oublier, quand on travaille sur des machines style scie circulaire ou rabot d'égout, il faut que la servante soit stable. Il faut qu'on ait confiance dans sa servante. Quand on pousse le bois, la servante ne doit pas se balader et s'en aller toute seule. Donc il faut vraiment quelque chose de très stable et de sécurisant. Voilà. Donc moi j'ai trouvé pour 21 €, 22 €, j'ai quelque chose de sécurisant. Voilà, Pascal, tu as mon point de vue. David de Rondier, salut JC. Je n'ai pas beaucoup de place dans mon atelier, et on est tous comme ça en fait, hein. On a toujours un manque de place évident. Et je voudrais savoir ce que tu penses du Mastercut 2005 de chez Voltcraft. Alors je ne connais pas le Mastercut 2005, je pense que c'est la table avec les pieds pliants et où on peut fixer une scie par-dessous. Moi je dirais, si tu n'as pas beaucoup de place, mais a priori tu veux faire quelque chose,
Si tu as une scie circulaire, tu t'achètes du panneau et puis tu le fais toi-même. Tu veux voir un peu à quoi ça ressemble, comment on fixe les scies, tu vas dans mes vidéos un peu assez vieilles, on va dire. Et tu verras un peu comment j'ai retourné une table de scie et je montre un peu comment on fixe tout ça. Et franchement, c'est facile à faire et c'est très solide si tu fais un bon piétement et que tu fais quelque chose de très stable. Parce que toutes ces machines, même les haut de gamme, hein, j'ai déjà vu des marques très chères, hein, je vous cite pas la marque, quand vous voyez leur machin, leur espèce de plateau de travail avec tous des trous dessus, là, franchement le machin c'est château branlant, hein, quand vous le bougez ça va dans tous les sens. Enfin bref, chacun achète ce qu'il veut, mais voilà mon point de vue, fais-le toi-même, ça va, tu gagneras du temps, tu pourras stabiliser ta scie dessus, et puis tu verras, tu auras appris à faire quelque chose déjà avant d'attaquer. Alors Vincent, alors ça c'était Vincent, c'est une réponse que j'ai faite déjà au niveau de l'établi qui me parlait du bois, machin, du truc, ce qu'il fallait utiliser. Hein, je disais qu'un peu sur les forums on voyait souvent tout et son contraire. Hein. Non, faut mettre du chêne, non, faut mettre du hêtre, non, faut mettre du truc, non, faut mettre du machin, non, faut mettre du fraisier. Enfin bref, imaginez-vous un établi en fraisier, ça doit être super. Surtout en ce moment, les fraises ça pousse bien. Hein. Ça fait des longues tiges. Alors, ce qu'il me dit, c'est tu me confortes dans mon approche sur cet établi à venir. Faire déjà avec le bois que l'on a me paraît être une sage décision. Bien sûr que c'est une sage décision, c'est ce que j'avais dit. Faut pas chercher à vouloir commencer à faire des dépenses, trouver du bois. Voilà, on a quelque chose, faut faire avec. Je pense que je ferai à la rentrée, là, au mois de septembre. Enfin, pour moi, c'est toujours, je suis toujours en vacances, hein, donc c'est pas un problème. Mais bon, je parle de ça je pourrais peut-être y réfléchir un peu. Et puis faire des petits challenges. Je vous ferai des petits challenges et puis voilà, il faudra m'envoyer les photos de ce que vous avez fait ou me décrire ce que vous avez fait ou faire des bouts de vidéo de ce que vous avez fait et travailler avec ce que vous avez. Pas commencer à se dire, voilà, je veux faire ça, je m'en vais au GSB, je vais acheter ça ou je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Non. On regarde autour dans son atelier et on prend les outils qu'on a, on prend tout ce qu'on a et on fait avec tout ce qu'on a. Et rien d'autre. Voilà. Puis avec ça, il faudra vous débrouiller. Donc je pense faire quelque chose, un truc comme ça, je vais essayer de le cogiter pour la rentrée, pour tous ceux qui ont envie de participer et puis s'amuser un peu autour de ça. Je pense que ça serait sympa. Voilà donc Vincent. Alors Amaury Cambry. Alors, j'ai depuis longtemps un projet de bibliothèque d'une hauteur de 3,40 m. J'ai des hauts plafonds, oui je comprends. Mais 3,40 m, c'est un château, hein, à mon avis. Je pense que oui. Mais j'ai un doute de solidité de collage, car je n'ai pas de lamelleuse ni de domino. Je me demandais si avec des tourillons, ça peut faire le boulot. Bah, bien sûr que ça peut faire le boulot avec des tourillons, ça va comment dire, homogénéiser ton montage, tu vas avoir des... C'est pas évident à travailler quelquefois les tourillons, mais quand on a pris le pli, ça marche après, hein. Voilà, t'as pas de lamelleuse, t'as pas de domino, bah déjà domino, quand tu veux t'acheter la machine, excusez-moi, mais la machine est à un prix prohibitif qui vaut pas du tout ce qu'elle ce qu'elle est vendue, hein. Quand on voit ce que c'est, franchement ça vaut pas ça, hein. Mais bon, après c'est l'histoire du truc, pour faire du luxe il faut que ça soit cher, même si ça le vaut pas, hein. Alors je me demandais si avec des tourillons, donc voilà, tu fais avec des tourillons, soit tu t'achètes un système, Craig vend des systèmes pour poser des tourillons, pour avoir quand même des ajustements parfaits, parce que les tourillons ça ne tolère pas de... comment dire, quand on fait un montage tourillon perpendiculaire, tu peux pas après glisser le panneau pour ajuster, ce qu'on peut faire avec des lamelles, hein. Avec des lamelles on a toujours une possibilité de rattraper, si on n'est pas bord à bord, on peut glisser 1 ou 2 mm de gauche ou droite, on peut rattraper. Des tourillons ça ne donne pas cet effet là, un tourillon ne te permettra pas de le faire. Un tourillon, une fois que c'est mis, ça bouge plus, donc il faut travailler aussi précisément. C'est quelquefois même plus long à travailler avec des tourillons qu'avec des lamelles, mais quand on n'a pas ce qu'il faut, on fait avec. Donc faire avec des tourillons, c'est une bonne école également, parce que je dirais au-delà du temps passé, c'est vraiment apprendre à travailler précisément. Il va falloir être précis, il va falloir être propre.
pour pouvoir poser tes tourillons. Et quand tu vas assembler tes deux panneaux, et ben ça va être pile poil. Ça doit être pile poil parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, Amaury. Jean-Louis Poumeau, as-tu une astuce ne prenant pas trop de temps pour affûter tes ciseaux à bois? Ça me prend toujours un temps infini pour un bon résultat. Ben moi, ça ne me prend pas un temps infini et j'ai toujours un bon résultat. C'est simple, je sors mes deux pierres à affûter, ce que j'ai déjà montré dans comment je fais une lame de grattoir. Je fait voir comment j'affûtais, donc c'est ces deux pierres-là. Une pierre à gros grain, une pierre bleue, c'est quasiment de l'ardoise, très fine mais hyper fine. Huile de vaseline, encore une fois, hein, je suis abonné à l'huile de vaseline, mais ça va super bien, ça sent pas mauvais. Et puis ben voilà, je commence par dégrossir sur la grosse pierre, hein, 5-6 passes, toujours régulier des deux côtés. J'essuie un peu, je regarde un peu à quoi ça ressemble, si c'était pas trop abîmé, puis je passe à la fine, et puis 5-6, 5-6, 5-6, 5-6, et puis voilà, et puis c'est terminé. En 5 minutes, je dirais, mon outil est affûté, hein, et je cherche pas plus loin, et ça coupe toujours super bien. Voilà, faut pas se casser la tête. Faut aller avec ce qu'on a et faire au plus simple, et c'est souvent là qu'il y a le meilleur résultat. Parce que je vois quelquefois sur des photos, on voit les gars qui ont 7-8 pierres et machin, je te passe là, puis à la fin ça coupe pas plus que mon ciseau à bois, hein. On a passé énormément de temps. Voilà, Jean-Louis. Depuis Christophe, bonjour JC, que pensez-vous de la pâte à faire maison avec de la colle? Alors de la pâte à faire, je sais pas si c'est de la pâte à bois. Maison, quel type de colle bois utiliser? J'ai jamais fait ma pâte à bois. Je me casse pas la tête, ça existe en tube ou en pot avec résine quand on a des grosses profondeurs à faire. Ça coûte pas trop cher, c'est vite utilisé, je passe pas trop de temps là. Sinon, si tu veux le faire toi-même, tu prends de la sciure qui correspond à la sciure du bois que tu viens de couper, tu utilises de la colle à bois. Mais bon, franchement, j'aime pas le résultat, c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Quelquefois, on perd son temps et il faut. Enfin bref, chacun aime sa façon de faire, mais voilà. Donc, moi, je t'ai expliqué, moi, c'est le tube ou la pâte de composants quand il y a vraiment des grosses profondeurs à remplir. Alors ensuite, Pierre-Laurent, bonjour et merci pour tous ces tutos. Alors, utilises-tu de la pâte à bois? Alors, c'est quasiment la même question que celle du dessus. Si oui, la fabriques-tu? Aurais-tu une recette de fabrication? Voilà, donc j'ai pas de recette, j'ai expliqué juste avant ce que je faisais avec la pâte à bois. Alors, JRMS majuscule. Je reviens avec ma question sur la borne d'arcade. Alors, j'ai peut-être pas répondu, ça me dit quelque chose, la borne d'arcade, j'ai peut-être zappé. Hein. Donc, quand vous voyez une question, et si j'ai pas apporté de réponse dans la vidéo à votre question, ni sous le commentaire, reposez-la parce que c'est peut-être que je l'ai pas vu. Hein. Quelquefois, dans le lot, il y en a qui passent. En fait, ma question concerne 2 points. 1. Quel est le meilleur mode d'assemblage pour un meuble type colonne? J'ai déjà essayé de faire ce meuble, mais je n'arrive pas à être d'équerre malgré des mesures exactes pour chaque face et un assemblage avec une équerre. Alors, je comprends pas trop quel type de... Alors, est-ce que c'est avec du bois massif? Est-ce que c'est fait avec des tenons mortaise? Est-ce que c'est assemblage avec une équerre? Alors, est-ce que c'est des assemblages avec des équerres, les bois l'un contre l'autre, une équerre? Ça peut se faire aussi, ça, quand on n'a pas d'autres moyens, mais bon, c'est pas simple. Alors, quand on n'est pas d'équerre, si les mesures sont exactes, c'est que la coupe n'est pas d'équerre. Hein, soit ça a été coupé à la main, soit ça a été coupé à la main et sans faire attention, donc on peut se retrouver, il ne faut pas grand chose, hein, un demi-millimètre sur chaque bois, et puis tout le montage est complètement faussé. C'est comme quand on fait un cadre, si on loupe ses équerres, ses 45 degrés dans les coins, il y a toujours un angle qui fait mal à la fin, et qui est un peu trop ouvert ou trop fermé. Ça, c'est une histoire de sciage. Si c'est fait avec la scie... comment ça s'appelle, la scie sur pied là. J'ai perdu le nom, mais bon bref, vous retrouverez le nom vous-même. Il faut vérifier l'équerrage et tout avant de démarrer pour être sûr que tout ce qui va être coupé d'équerre sera vraiment d'équerre, sinon c'est là qu'on se retrouve avec des choses qui sont un peu de biais, et puis on a toujours un équerrage qui est faussé. Voilà. Donc le mode d'assemblage pour un meuble typé colonne, alors si c'est en bois massif, il faut...
L'idéal, ça serait de faire tes tenons mortaises si tu n'as rien d'autre, sinon des lamelles si les bois sont assez larges, ou des tourillons, pourquoi pas. Des tourillons, ça apprend aussi à bien travailler parce que ce que j'expliquais tout à l'heure sur le mélaminé, des tourillons, voilà, donc même en traçant d'équerre, même voilà, en faisant tout d'équerre, si la machine n'est pas bien réglée, ben, il suffit d'un petit peu à chaque coupe et puis on se retrouve à la fin, on est hors d'équerre et puis c'est de l'assemblage pas top. Voilà, ça c'est vérifier tout ce qui sert à couper le bois s'il n'y a pas d'erreur déjà de ce côté-là. Alors Jean-Marc, je souhaiterais savoir comment réaliser une rainure en biseau par rapport à une face de planche. Alors une rainure en biseau par rapport à une face de planche. Alors la face de planche et la rainure en biseau au bout. Une rainure en plus, pas un biseau, une rainure en biseau. Il faut trouver rainure en biseau. C'est pas évident. Il faudrait peut-être que tu mettes un peu plus de détails dans ta question là. Parce que si c'est quelque chose qui doit être fait à la défonceuse ou à la fleureuse, pour avoir une petite fraise droite et pouvoir faire une rainure de biais, il va falloir faire un montage spécial, ou alors il y a quelques défonceuses ou à fleureuses qui ont un système en bout qui permet de les mettre dans l'angle et de pouvoir travailler avec une fraise inclinée. J'ai vu ça, j'ai vu ça une fois sur une Makita, un peu comme la petite Makita que j'ai pour faire mes gravures. Il y a un modèle au-dessus qui est la même, qui est quasiment la même, mais son socle est différent et on peut la positionner en angle sur une pièce de bois, ce qui fait que la fraise attaquerait à en biais la pièce de bois. Mais j'ai jamais essayé, j'en ai jamais eu dans la main, mais bon, à voir si c'est faisable. Et si tu as un peu plus d'infos, repose ta question sous cette vidéo ici et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc vous aurez des réponses à toutes les questions que vous poserez. S'il n'y a pas beaucoup de questions, qu'il y a une ou deux questions, je ne ferai pas une vidéo spéciale pour répondre à cette question. Donc voilà, cette émission, elle tient à vos questions. Pas de questions, pas de réponses, bien entendu. Et il y aura des vidéos quand il y aura suffisamment de questions pour répondre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.